Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors vous voyez, j'ai une toute petite tête à côté d'une toute grosse boîte. Et cette grosse boîte, c'est la nouvelle Qidi, ou Qidi, comme vous préférez. Alors le vrai nom, c'est Qidi. Et on a ici la nouvelle Plus 5. Alors cette machine n'a pas encore été annoncée au moment où je l'ai reçue pour filmer. Normalement, elle arrive, la vidéo arrivera sur la chaîne le jour de la sortie de la machine, normalement. Toujours est-il que Qidi, c'est une marque que j'affectionne particulièrement depuis un moment parce que je trouve que c'est une marque qui fait d'excellentes machines avec des rapports qualité-prix extrêmement contenus, qui sont qualitatives, ouvertes, et ça c'est important pour certaines personnes. Et quand je dis ouverte, je ne parle pas du fait qu'elle n'a pas de caisson, mais que l'écosystème logiciel est ouvert. Et pour ceux dont c'est important, ça parlera. Et en général, excellente dans les filaments techniques. Et je l'ai dit, pour un prix qui est en général très contenu. Alors, j'ai pas le prix de la machine encore ici. Donc, vous le verrez en description si je l'ai. En tout cas, il y aura un lien à cliquer pour avoir accès à la machine. Donc, et ce lien sera affilié. Donc, si elle vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ce lien pour regarder. Donc, je n'ai pas le prix de la machine. Donc, je vais pas faire de conclusion puisque je n'ai pas de rapport qualité-prix à donner. Donc on va regarder intrinsèquement ce que vaut cette machine, ce qu'elle a de différent par rapport à la Plus 4. Et si moi je trouve que c'est une bonne surprise et que qu'elle est dans la continuité de ce que nous propose Qidi jusque-là. Allez, générique. Alors, au moment où j'enregistre, donc j'ai pas encore le prix définitif, mais je sais qu'il tournera aux alentours de 750 $, ce qui, pour ce que j'ai déjà testé de la machine, est une excellente nouvelle et positionne à peu près au prix de la Plus 4. Alors, la question à se poser, d'un point de vue extérieur, on voit qu'on est quand même très proche d'une Plus 4. Est-ce que, d'un point de vue intérieur, entre guillemets, est-ce que c'est vraiment juste une petite amélioration de la Plus 4 ou non? Alors, pour poser des éléments de réponse, premièrement, ce qui saute aux yeux, c'est le volume d'impression. Le volume passe de 305 sur 280 à 320 sur 320 sur 300. Alors ça peut paraître anecdotique sur le papier, mais dans les faits, ça change la donne pour des pièces qui arrivaient tout juste à la limite sur l'ancienne génération. Alors je vous montre ici des images qui m'ont été envoyées dans un document technique qui explique la machine, puisque j'ai pas de site web à vous montrer pour le moment à propos de ça. Alors, autre changement qui est intégré dans cette machine, c'est que le système, la partie mécanique en fait a été revue, d'après ce que je lis en tout cas dans le document. On retrouve des courroies 1,5 GT sur mesure qui sont plus denses, qui sont censées réduire les VFA, donc c'est les fameuses stries visibles sur les parois verticales, ainsi que des rails linéaires sur l'axe X qui sont mis à jour pour un peu plus de stabilité dans la durée. Autre point, au niveau de la détection de la première couche, Qidi parle d'un système où la buse elle-même sert de capteur sans offset à calculer. Donc c'est à peu près le même système par exemple qu'on va avoir sur la Prusa. Et donc c'est indépendant du plateau ou des vibrations que ça pourrait amener. Alors sur le papier, encore une fois, ça promet une première couche supérieure à un capteur classique. Et c'est le cas chez Prusa notamment. En général, les résultats sont très bons. Au niveau de la chauffe et de la gestion thermique, la chambre grimpe toujours jusqu'à 65 degrés comme sur la Plus 4, mais Qidi annonce également un meilleur plateau chauffant avec une meilleure répartition de la chaleur, mais on verra ça plus tard dans la vidéo. Au niveau de la buse, on reste sur une buse qui peut monter à 370 degrés, 370 degrés, avec un débit annoncé jusqu'à 40 mm3 par seconde. Donc là-dessus, on reste sur les mêmes standards que la Plus 4 côté température. De ce côté-là, rien de nouveau. Par contre, petite nouveauté, un système de refroidissement actif de la tête d'impression, un peu comme une petite clim dédiée à l'extrudeur, qui est censé limiter le heat creep et les bourrages sur les longues sessions. C'est à peu près la même chose qu'on avait sur la Max 4. Enfin, Qidi annonce que le système caméra, détection IA, etc. est amélioré. On retrouve également une filtration 3 couches annoncée à 99,5% de particules, un contrôle de température multicapteur en boucle fermée et une chambre en matériaux ignifuge. Donc s'il devait y avoir un départ de feu,
eh ben, a priori, la machine éviterait que ça se propage trop. Dernier point à noter, c'est que Chidi ici améliore son écosystème logiciel et il lance sa propre plateforme de modèles, Chidi Maker, avec un accès web et une appli mobile. Donc ça, c'est ce qu'on trouve chez toutes les marques pour le moment. C'est vrai que Chidi le faisait pas vraiment. Il rentre dans cette course-là. Dans la plupart des marques, c'est timide comme réalisation par rapport aux grands dominants des modèles, hein, mais pour les citer, hein, MakerWorld et Printables. À voir si ça fonctionne dans le temps, mais c'est plutôt une bonne idée pour les gens qui veulent rester dans l'écosystème Chidi. Alors, ce qu'on peut dire, hein, bon, je ne l'ai pas encore complètement déballé, mais ce qu'on peut dire, c'est que d'un point de vue extérieur, elle ressemble fort, je parle de la forme, à la Plus 4. Donc, ils n'ont pas opéré un changement radical comme il y avait eu, si vous vous souvenez un petit peu, la gamme 3 et la gamme 4, il y avait eu un changement radical. J'étais pas super fan du look de la gamme 3 qui faisait un petit peu jouet, je trouve. Et ils étaient venus sur un look qui était beaucoup plus classe. Enfin, c'est mon avis hein, personnel sur la 4. Donc, ils ont repris ce look-là et je pense que c'est plutôt bien heureux. Mais elle est dans un gris anthracite sombre que j'aime beaucoup. Voilà, pour être clair par rapport à ça. Alors, je vais retirer tous les petits plastiques. On a évidemment, tout était bien emballé dans la caisse. Hein, de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Comme vous le voyez ici, moi j'ai la version sans leur système, la Kiddy Box multicouleur. Alors moi ça m'arrange hein, parce que pour moi la Kiddy c'est ma machine à matériaux techniques de manière générale et la Kiddy Box c'est un système multicouleur qui peut dépanner et qui est pas mal si vraiment vous avez une Kiddy et que vous voulez pouvoir faire de l'impression en multicouleur. Mais ça a l'inconvénient d'être dans cette technologie avec Purge qui consomme beaucoup de matériaux et que moi personnellement c'est pas l'usage, enfin j'aime pas cet usage là. Par contre ça peut être utile si on veut faire par exemple des gabarits d'impression et qu'on veut pouvoir écrire dessus avec une couleur de contraste. Dans ce cas-là, c'est pas mal parce que ça consomme pas beaucoup de filaments. Donc voilà, il existera donc une version combo. Moi, j'ai pas la version combo et ça me convient tout à fait et je vais pas pouvoir vous montrer le fonctionnement de l'AMS ou de la Kiddy Box dans cette vidéo. Toutefois, si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller regarder ma vidéo de la Plus 4 ou de la Max 4 et il y a la Kiddy Box dedans et ce sera exactement le même fonctionnement. Alors, on a un manuel qui est plutôt clair, il est en anglais, mais ils ont eu le bon ton de mettre également une traduction dans différentes langues. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a le petit guide de montage, c'est quelques pages, mais c'est toujours utile pour savoir comment bien faire les choses dans le bon ordre. À l'intérieur, on a une petite boîte qui permet de dévoiler quelques accessoires. On a le support de bobine, on a quelques instructions, notamment si on utilise la Kiddy Box pour pouvoir étendre le filament, mais voilà, c'est pas nécessaire ici. Toujours la même clé USB, là, ça ne change pas, donc rien de particulièrement spécifique à noter. Voilà, des tournevis. Toujours dommage, je trouve que les échantillons, c'est devenu ces petits trucs comme ça. Hein. C'est toujours mieux qu'ils donnent. Avant, on donnait des petites bobines, même de 250 grammes ici. C'est un petit échantillon de 20 grammes. Je me demande vraiment à quoi ça sert. C'est même pas très pratique à mettre dedans. Enfin bref, c'est une critique que je fais à peu près sur tous les tests des machines dernièrement. Et je continuerai parce que sérieusement, redonnez-nous... c'est un combat perdu, hein. C'est comme les manuels dans les boîtiers de jeux vidéo qui vont d'ailleurs disparaître maintenant. À un moment donné, voilà, les commerciaux ont estimé que c'est plus nécessaire. Mais franchement, ça fait toujours plaisir d'avoir une petite bobine d'échantillon pour commencer. Enfin, le plateau est un plateau texturé doré double face. Et le capot en verre trempé, voilà, hein, donc on est exactement dans la même chose. C'est vraiment très proche de la Plus 4. Hein. Il y a peu de différence, en tout cas d'un point de vue de l'esthétique extérieure, si ce n'est la couleur évidemment. Et ils ont gardé le même système d'arête. Je vous montrerai ça tout de suite dans le tour du propriétaire. Mais le même système d'arête que je trouve assez pratique
pour pouvoir venir bloquer le capot supérieur quand on l'ouvre pour laisser passer le passage d'air avec les filaments tels que du PLA ou du PETG. Bon, voilà pour le unboxing. Donc on voit un packaging qui est suffisant pour pouvoir utiliser la machine, qui est pas non plus extravagant. Par contre, la machine était bien emballée. Je vais retirer tous les petits bouts de plastique, les colsons, les vis qui bloquent le plateau, et on va faire le petit tour du propriétaire. Petit tour du propriétaire, comme je l'ai déjà dit, la machine ressemble quand même très fort à la Plus 4. Donc c'est sûr que, hop, j'ai encore oublié un plastique. Voilà. C'est sûr que c'est pas au niveau du design qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors c'est un design, voilà, comme j'ai déjà dit aussi, moi c'est un design qui me plaît. On a ici l'écran qui est sur le dessus et qui est orientable. Et moi je trouve ça vraiment mieux. Hein. Beaucoup mettent l'écran en dessous et c'est pas toujours facile. Alors le pire encore, c'est l'écran en dessous et pas orientable. Voilà, hein, ça je suis pas très fan. Ici on a l'écran sur le dessus orientable. Alors, comme j'expliquais, on a le système de capot supérieur avec une arête. Donc en fait c'est profilé de manière à ce que ça vienne s'arrêter ici. Et comme ça, hop, on peut simplement pousser pour laisser l'air libre, hein, aéré, hein, pour éviter de devoir garder la porte ouverte, tout en n'ayant pas besoin de retirer le capot et de devoir trouver un endroit pour le ranger. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal fait. Le bloc d'extrusion est assez proche à ce qui existait avant. On a un capot qui se retire sur l'avant. On peut revoir ici le petit tube pour le système de collard puller que je n'ai pas avec ici et que personnellement, je dois avouer que j'ai pas trouver l'intérêt fondamental et extraordinaire, en tout cas pour les cas d'usage que moi j'ai utilisé. Et je parle avec la Max 4 avec lequel je l'avais testé. Alors petit point que je trouve dommage, c'est qu'on n'a toujours pas un système de buse à changement rapide, donc il faudra dévisser la buse. C'est pas très compliqué, mais c'est vrai que les systèmes à changement rapide, ça simplifie quand même pas mal la vie. Alors, on a un système de bac et de cutter pour la purge, notamment quand on l'associe avec la Kidibox pour le multicouleur. On a une caméra qui est orientée pour pouvoir voir les impressions. On regardera la qualité de la caméra plus tard dans la vidéo. Et on a évidemment une trappe pour pouvoir venir changer un système de filtre à charbon actif, ce qui est utile et important, notamment quand on imprime des filaments comme de l'ABS. Pour la position de la clé USB est sur l'avant droit et ça, je trouve ça plutôt bien. J'aime pas quand c'est à l'arrière que je dois aller étendre mon bras complètement. Donc moi, ça me convient. Et sur l'arrière, il nous explique le petit schéma si on utilise la Kidibox, comment on doit câbler. C'est bien qu'ils le mettent derrière, hein, comme ça on ne doit pas aller chercher ailleurs. On a le système d'extension quand on utilise le support de bobine, mais quand on utilise la Kidibox, il faut le retirer parce que ça fonctionne autrement. Pareil, les ports de connexion pour quand on utilise la Kidibox. Et enfin sur l'arrière, et ça c'est important de le noter parce que pour certains c'est important, on a un port RJ45 et évidemment le bouton on-off que j'aurais préféré sur le côté que sur l'arrière, mais on peut pas tout avoir. Alors la mise en route se fait de manière assez conventionnelle. Il est à noter que le système met un petit peu de temps à démarrer. Là j'ai calculé à peu près 34 secondes. Bon, c'est pas la fin du monde, hein, mais c'est pas un démarrage instantané. Comme vous pouvez voir, on a plusieurs langues disponibles. Je vais mettre le français, comme ça on peut évaluer les traductions utilisées. Je suis en Europe, on doit choisir, puisqu'on va pouvoir se connecter évidemment à un cloud. Alors l'écran est assez petit, hein. J'ai des gros doigts, il va falloir que je fasse attention. Et en fait, c'est pas l'écran en soi qui est trop petit, c'est vraiment l'interface qui est un peu petite, les boutons. Si vous voyez la ligne entre les... bon, ouais, on s'y fait, hein, et tout le monde n'a pas des doigts aussi gros que les miens. Ensuite, il propose de venir associer la machine au compte Kidi, et il y a une application pour ça. L'application s'appelle KidiLink, et je viens simplement scanner avec mon téléphone. Malheureusement, ici, je vais pas pouvoir vous la montrer parce que la machine, elle n'est pas encore sortie et donc l'application que j'ai n'est pas compatible. Mais au moins, vous savez que c'est possible. Donc, je vais sauter cette étape
Il nous explique comment retirer. Alors ça, c'est quand on a la Kiddy Box, comment retirer, comment dévisser, etc. Donc vous êtes aidé là-dedans. Et ensuite, il se lance dans une phase d'auto-vérification et de calibrage de la machine. Alors voilà, l'imprimante est prête. Donc on va regarder l'interface. Au niveau de l'interface, on est aussi sur du classique chez Qidi. Donc une interface qui est claire. Alors la machine peut être connectée et utilisée directement via Clipper, mais on n'a pas une interface qui est une interface dite Clipper. Donc, contrairement à d'autres machines que j'ai déjà pu voir avec des interfaces qui n'étaient pas ergonomiques, ici, si le mot Clipper vous fait peur, il n'y a pas de raison, mais s'il vous fait peur, vous pouvez tout à fait ignorer la dimension Clipper de la machine. On a une machine avec un système d'exploitation et une interface qui fonctionne très très bien, qui est plutôt fluide, enfin même complètement fluide, qui est assez ergonomique, en tout cas je trouve, c'est assez clair à l'emploi, et la traduction en français est, j'ai rien vu de particulièrement mauvais ou de mauvaise facture. Alors, on a quelques fichiers test à l'intérieur. Il y a des fichiers test en multicouleur, même si vous n'avez pas la machine en version multicouleur. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, mais on a quelques fichiers test pour pouvoir tester de la précision de la machine ou la solidité des pièces. Et quand on n'a pas la Kiddy Box d'installer, l'interface pour charger le filament est extrêmement simple. La machine, comme la plupart des machines comme ceci fermées en caisson, a une fonction qu'ils appellent séchage de filament, donc qui vous permet de ne pas avoir besoin d'un déshydrateur pour pouvoir ressécher vos filaments, notamment avec les filaments techniques. Mais ça reste une fonction relativement limitée, de 1 parce que ça utilise le système de chauffage de l'enceinte, et de 2, vous pouvez pas le faire en cours d'impression, et en fait de 2,5 ou 3, c'est limité aussi avec les filaments que ça prend en charge, puisque pour certains filaments très techniques qui pourront être gérés par la machine, il faudra utiliser des systèmes haute température que le sécheur de filaments intégré ne permet pas, ou au prix de laisser ça pendant un long moment dans la machine. Et au niveau de l'interface, comme j'avais déjà signalé, avec des gros doigts, c'est un peu compliqué. Ici, pas. Les boutons, là, sont gros. Mais si je reviens ici, par exemple, dans les sous-fonctions, les menus sont un peu, sont un petit peu petits. Ça manque d'ergonomie pour des doigts plus gros, je trouve. Alors, la machine dispose d'une série d'outils dit IA, pour détecter les spaghettis, les objets étrangers sur le plateau, etc. Moi, ce sont des choses que j'ai tendance à désactiver parce que je trouve qu'il y a trop de faux positifs et que ça n'aide pas beaucoup en faux négatifs. Mais voilà, si vous préférez avoir ça, c'est disponible. C'est vous qui voyez comment vous voulez utiliser votre machine. Bon, alors je vais faire une première impression test avec les fichiers qui sont fournis sur la machine pour déjà s'assurer que tout va bien en sortie de boîte, et après on passera à quelques impressions réalisées directement depuis mon ordinateur. On regardera un peu l'écosystème, le slice, etc. Et puis on fera du test sur des filaments, principalement des filaments techniques, vu que c'est surtout ça qui est mis en avant avec la machine. Bon, alors effectivement, l'impression est plutôt propre. Donc ça, c'est le fichier qui est fourni avec, mais comme vous pouvez voir, c'est quand même assez propre. C'est pas super représentatif de toute la qualité de la machine, mais au moins, on est certain qu'elle imprime. Alors pour commencer, regardons vite fait ce qu'il y a sur la clé USB. Donc pas grand chose. On a Qidi Studio en version Windows, Mac et ça c'est pas courant, version Linux, c'est plutôt rare. Alors on a également un zip avec le contenu de la clé. Bon, voilà. Et on a le PDF avec le manuel et qui reprend quelques recommandations pour si vous achetez du filament Qidi ou Qidi pour l'utiliser avec la machine. Par contre, pas de modèle. Ça aurait été bien qu'ils mettent les modèles qu'il y a sur la machine ici. Bon, voilà. Donc une clé USB relativement restreinte au niveau du contenu. Par contre, elle est utile pour pouvoir justement charger des fichiers dedans. Alors, en ce qui concerne Qidi Studio, vous voyez qu'on est également sur un fork de Orca Slicer. Donc, pour ceux qui ont l'habitude d'Orca Slicer, pas de grande
difficulté ou nouveauté particulière, c'est un slicer qui fonctionne bien avec quelques particularités pour les KiDi et notamment l'onglet Device qui est personnalisé et qui permet de venir rajouter nos machines. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est venir rajouter la plus 5. Donc vous voyez qu'ici c'est la première disponible dans la gamme X5. Et ensuite, je viens sur l'onglet KiDi et je viens la rajouter en local. On peut le faire avec détection automatique ou directement via notre adresse IP. Moi, j'ai pris l'adresse IP de la machine. Et vous voyez qu'elle est branchée ici. Je suis justement occupé d'imprimer le cube Voron que vous avez vu avant. J'ai pris un peu d'avance, on va dire. Ce qui va nous permettre de voir ici la qualité de la webcam. Voilà, c'est pas une grosse qualité pour la webcam, hein, comme vous pouvez le voir ici, ça peut peut-être être amélioré, mais là pour le moment, je trouve pas que la webcam soit de la plus grosse qualité possible. Après, c'est bien pour s'assurer que y a pas, que ça s'est pas arrêté ou qu'il n'y a pas de filament. Pour pouvoir imprimer de jolis timelapses à mettre dans une vidéo, je sais pas si ce sera vraiment très suffisant. Si on s'attarde vite fait sur cet onglet périphérique, on peut voir qu'on a ici l'onglet pour contrôler la machine. Si on avait la KiDi Box ici, on aurait plusieurs couleurs. On peut venir modifier également ici nos filaments. Ça, c'est la liste des modèles qu'il y a sur la machine, avec la quantité de filaments utilisés et le temps d'impression. Et puis si on a des timelapses enregistrés, ils viennent s'afficher ici. Donc ça, c'est si on va directement via KiDi Studio. Maintenant, on peut également venir se connecter directement à l'interface Clipper avec l'adresse IP de notre machine. Donc, si je viens simplement taper l'adresse IP de la machine, vous voyez que ça ouvre une interface fluide et que j'ai tous les contrôles de la machine qui se font ici via Clipper. Donc ça, c'est vraiment pour une utilisation plus avancée. C'est pas obligatoire de le faire, mais pour ceux qui ont besoin de ça, qui voudraient utiliser, alors l'intérêt c'est notamment d'avoir un plus grand contrôle, de pouvoir utiliser des macros, de pouvoir venir personnaliser l'expérience au plus proche. Donc tout ceci se fait via ici avec une interface qui est fluide, hein. Ça aurait pu être Mainsail, c'est fluide ici. Alors, le temps qui finit cette impression-là, on va commencer avec une autre impression. On va imprimer quelque chose en PLA. Alors, ce qui est dommage pour le moment, mais ici, KiDi Studio n'intègre pas, en tout cas pas la version que j'ai, puisque moi j'ai une version bêta qui intègre la machine, n'intègre pas le KiDi Maker ici. Et donc, on va lancer un modèle à imprimer directement depuis KiDi Maker, depuis le site web. Alors je vais commencer avec du PLA pour faire simple et après on montera en gamme dans les filaments techniques et dans les tests. Alors je vais commencer par cette petite carte à construire de dinosaures. Comme ça je fais quelque chose d'utile, je le donnerai à mon fils, comme ça il peut s'amuser avec. Donc vous voyez que comme dans les autres systèmes connus, on peut cliquer sur Open in KiDi Studio et il vient s'ouvrir directement. Donc effectivement, ça fluidifie l'expérience pour ceux qui veulent quand même un petit peu se simplifier la vie, on va dire. Alors on peut toujours importer un STL nous-mêmes, mais voilà, on a cette expérience qui est un petit peu plus fluide. Je viens synchroniser avec les filaments que j'ai dans la machine. C'est un filament gris, c'est un PLA gris comme vous avez vu sur le cube Voron. Je vais garder les paramètres par défaut. Et j'en ai pour 2 heures et 59 grammes. Et ça permettra de voir également la qualité des surfaces supérieures. Bon, alors effectivement, l'impression est plutôt propre. Donc ça, c'est le fichier qui est fourni avec. Mais comme vous pouvez voir, c'est quand même assez propre. C'est pas super représentatif de toute la qualité de la machine, mais au moins, on est certain qu'elle imprime. Alors, ça a fini d'imprimer. Le premier coup d'œil donne l'impression que ça s'est bien imprimé. Et le second coup d'œil confirme l'impression. J'essaye de vous montrer ça de plus près. Les surfaces sont belles. Pour le peu qu'il y a en Z, hop, je vais détacher. Je n'ai rien de particulier à noter. Vous voyez que le Z est propre. Les surfaces sont propres. Donc, le PLA
Vous allez me dire heureusement, mais au niveau du PLA, pas grand chose à signaler. Et ben, pareil avec le T-Rex en lui-même, c'est propre ici, rien de spécial à signaler. Donc c'était vraiment pour l'histoire, on s'attendait quand même bien à ce que ça fonctionne le PLA. Maintenant, on va essayer, on va monter un petit peu en gamme et on va commencer avec le PETG. Alors là encore, aucun problème, hein. Ici, vous voyez, j'ai fait, ce sont des plaques de base Gridfinity et en fait, la dimension de la machine est bien parce que du coup, elle me permet de les faire d'un coup. Avant, pour la taille de mes tiroirs, avec des machines qui n'avaient pas la dimension qu'elle propose ici maintenant, avec la plus 4, je devais en fait faire une bande sur le côté et venir mettre des connecteurs. Donc voilà, c'est pas mal. Et du coup, puisque j'en ai fait un, j'avais moins la flemme d'en faire tout plein pour parce que voilà, j'avais un peu la flemme de le faire avec les connecteurs. Et vous allez me dire oui, je pouvais le faire avec d'autres machines. Oui, effectivement, mais voilà, j'avais un peu oublié, puis j'avais la flemme. Et puis là maintenant, en devant faire le test, je me suis dit ah ben tiens, ça peut être une idée, recommencer et continuer à faire les tiroirs Gridfinity. Alors, si vous connaissez pas le principe, je vous montre ici un tiroir qui est rangé entre guillemets Gridfinity. Comme ça, vous voyez, le principe c'est qu'on vient mettre les petites bases comme ça et puis des petits conteneurs personnalisés en fonction de notre contenu, de nos outils ou autres. C'est très bien pour organiser l'atelier. Ensuite, j'ai imprimé du TPU, alors c'est du 95A et pour ça, j'aime bien utiliser cette petite figurine et aucune difficulté. Là aussi, ça s'est imprimé, les surplombs sont plutôt propres. Ça, c'est du TPU de la marque Kiddy. Voilà, donc j'en avais encore un petit peu de stock et ça fonctionne ça fonctionne quoi. J'ai pas eu de difficultés particulières. Alors maintenant qu'on a vu qu'elle bronche pas trop avec les filaments relativement courants, hein, PLA, PETG et TPU, on va essayer d'aller quand même une gamme au-dessus. Alors je vais commencer par imprimer ici du PA12CF, c'est un de mes filaments préférés. Je l'utilise pour beaucoup de choses et donc on va l'utiliser dans ce cas-ci. Et ici, en fait, je dois faire une petite, un support pour trottinette, pour la trottinette de ma fille, pour pouvoir, parce que le porte-crochet était pas très pratique. Donc, je vais essayer de l'imprimer en PA12CF, puisque c'est censé rester à l'extérieur. Le côté un petit peu esthétique, ma fille préférera que ce soit comme ça. Et puis, il faut quand même de la solidité. Et le crochet, c'est un crochet que j'ai designé moi, que vous pouvez voir ici, parce qu'en fait, il y a un petit crochet, mais ma fille trouvait que le sac tombait tout le temps. Donc voilà, j'ai refait un petit truc comme ça, et ça doit être solide, donc j'espère qu'il sera solide. Alors, je suis peut-être un petit joueur, hein, mais j'aime pas beaucoup gaspiller, et moi, quand j'imprime du PA, quelle que soit la machine, je prends pas de risque et j'utilise un adhésif ici de la Magigou. Alors, à la fois pour retirer plus facilement et en même temps pour que ça tienne mieux. Je renvoie une vidéo que j'ai fait là-dessus à l'époque. Si vous vous posez la question, il y a des joueurs, moi je le suis pas. Alors, j'en profite de faire préchauffer le plateau et la chambre. Vous allez me dire, oui, faire préchauffer la chambre, porte ouverte, c'est con. Oui, c'est vrai. Mais bon, j'en profite de faire ça pour tester l'uniformité thermique du lit, hein, comme ils le disent. Donc là, je vais activer l'enregistrement. Alors, ça a l'air d'être assez uniforme. C'est très chaud au centre. Alors, on peut voir l'effet en fait de la Magigou dessus, hein, qui vient rajouter une petite couche de chaleur. Je sais pas si vous voyez. On a 5 degrés de plus là où j'ai mis la Magigou qu'à côté du plateau. Et là, le plateau, il est chauffé à 90 degrés. Donc, on a en gros la température du plateau qui est cohérente à peu près par rapport à ce qu'on cherche. Mais on a 5 degrés de plus là où on applique la Magigou. Et si je retire le plateau, voilà ce que ça donne. Donc, on a quand même une belle répartition uniforme de la température. Et en ce qui concerne le chauffage de la chambre, ça a été très vite. Donc,
Avec d'autres machines, bon, quand on n'a pas une chambre activement chauffée, ça prend du temps. Ici, il n'a pas fallu un quart d'heure pour que la machine soit à 60 degrés, donc qui est la température que j'avais demandé pour la chambre. Donc voilà, c'est plutôt un bon point. On va maintenant lancer l'impression. Bon, alors comme vous voyez, il imprime, là je le vois, comme du PLA, en gros, avec le PA12CF. Donc c'est très propre et ça imprime bien, on regardera après, mais je vais en profiter également pour prendre la mesure, alors à 1 mètre de distance, donc je vais un peu reculer, mais la mesure du bruit. Et voilà, je suis à peu près à 50 décibels, bon alors là plus, hein, puisque je parle, mais quand je me tais, on a à peu près 50 décibels. Bon, et voilà le résultat, hein, comme vous voyez, la pièce est vraiment très très propre. Alors je vais la recuire pour être certain qu'elle soit vraiment très très solide, mais voilà, pour du PA12CF, ça s'est imprimé vraiment super facilement. Alors maintenant qu'on a vu que ça avait bien fonctionné avec le PA12CF, je vais tester ici du PC ABS. Et je dois modéliser une petite pièce pour fixer ceci à mon mur. C'est l'occasion de tester ce PC ABS. Et voilà le modèle donc à fixer au mur que j'ai modélisé à la va-vite sous Fusion. Alors ça a l'air de s'être bien imprimé. Et donc effectivement on a une pièce qui est quand même propre, donc c'est du PC ABS, je me suis pas cassé la tête, j'ai juste un point ici, j'ai un petit point de relief sur le côté, je ne sais pas, bon, je me suis pas cassé la tête, j'ai pas calibré le filament, c'est du filament de chez InsLogic et j'ai pris le profil générique par défaut sans calibrer pour voir le résultat. Alors vous allez peut-être me dire, oui, t'es quand même un peu trop perfectionniste, mais là où, ouais, j'ai juste ici une petite ligne, comme s'il y avait une légère délamination. Bon, voilà, ça c'est à vérifier, mais ce sera très bien pour, ouais, peut-être lié à la calibration. Alors c'est quand même toujours conseillé pour les filaments techniques et surtout vu le prix de faire une calibration spécifique. Ici j'avais envie de tester le profil générique de Kiddy Studio pour voir s'il donnait déjà des bons résultats et c'est déjà le cas, on a déjà une très bonne base. Et comme vous voyez, il fait parfaitement le boulot. J'ai plus qu'à l'attacher à mon mur. Et ça, c'est pour ça que j'adore l'impression 3D. Bon alors désolé, un petit problème de micro, donc il y a un changement de voix, je le fais en voix off. Mais donc là, je vous expliquais que j'allais tester du PA6 GF25, donc qui est un nylon chargé en fibre de verre. C'est pas toujours facile à imprimer. Et puisque c'est quelque chose d'assez solide et qui résiste bien à l'extérieur, je comptais faire une espèce de numéro pour la maison avec ce filament-là. Ça a été un petit peu compliqué. Donc, alors c'est pas calibré, mais on voit ici au-dessus que la surface supérieure est pas la plus nette possible. Ce qui veut dire quand même que c'est vraiment pas mal, en fait, sans aucune calibration, d'obtenir ceci avec du PA6GF. Maintenant, moi, je vais calibrer ça mieux pour pouvoir faire ça bien. En fait, j'ai été un peu fainéant, pour vous avouer, et j'ai d'abord imprimé une pièce comme ceci. Donc voilà, un cube. Et je trouvais que ça s'était très bien passé. Et donc je m'étais dit, ok, ça va, les paramètres par défaut sont bons. Et c'est un peu trop fainéant, puisque il valait mieux imprimer directement, enfin faire nos tests de calibration pour avoir un résultat parfait. Donc un résultat, vous voyez ici, la surface supérieure est pas parfaite. Ça veut dire que je dois encore un peu calibrer, mais je suis quand même déjà très content du résultat qu'on peut obtenir comme ça, sans calibration. J'essaye que l'autofocus vous montre ça bien. Voilà, alors sur l'arrière, comme ça, et sur l'avant, un petit peu moins bien. Bon. Alors vous allez me dire, oui, mais tu aurais pu l'imprimer à l'arrière, comme ça aurait masqué les choses. Et oui, j'aurais pu, et j'y ai pas pensé sur le moment, mais voilà. Alors Kiddy m'a fait parvenir deux filaments qui sont
des nouvelles sortes de filaments avec la machine pour pouvoir également vous montrer qu'elle fonctionne bien avec ça. Personnellement, c'est des filaments que j'ai jamais utilisés. Alors c'est de l'ASA et du TPU, ça j'ai évidemment déjà imprimé. Mais vous verrez, hein, donc ici c'est ce qu'ils appellent l'ASA CF20 Core. Donc c'est un ASA renforcé en fibre de carbone. Donc c'est un ASA qui est censé être encore plus solide. Et ici du TPU GF, donc c'est un TPU qui est chargé en fibre de verre pour plus de solidité également. Donc alors j'ai pas forcément, peut-être pour le TPU GF oui, mais j'ai pas forcément là maintenant des cas d'usage de pièces que j'ai besoin, et en général pour éviter de gaspiller et de faire des impressions qui finissent au bac pour rien, j'aime bien tester et imprimer des choses que j'ai besoin. Malheureusement, là, j'ai pas d'idée. Donc, c'est pas grave. À mon avis, je ferai des impressions pré-texte, à moins que d'ici là, je trouve une idée. Comme ça, on peut au moins, mais donc je vais pas faire des impressions très très grandes, suffisamment pour voir la qualité et la facilité d'impression de ces filaments, et surtout l'utilisation des profils par défaut. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est imprimer sans faire aucune calibration de filament. En général, pour le filament technique, surtout quand il coûte un peu cher, moi je conseille quand même de faire une calibration, même quand on a des profils qui sont fournis par le constructeur. Mais voilà, ici je ne ferai aucune calibration du filament et on verra le résultat. Et puis s'il faut, je réimprimerai une autre pièce avec mon filament une fois calibré. Et ce que j'ai fait au final, c'est un cache-prise comme ça pour mettre sur la prise extérieure de ma maison. Voilà, donc pour protéger un petit peu. Je pense que l'ASA CF est approprié pour ça. Il y a la protection aux UV, une certaine solidité, une certaine absorption de l'humidité ou de l'eau. Et puis ça va ici de manière inclinée pour que lorsqu'il y a de la pluie, ça ne se teigne pas. Donc voilà, et au niveau de l'impression, rien à redire, ça s'est imprimé vraiment comme si je lançais du PLA. Bon, et voilà le résultat avec le TPU GF. Alors, j'ai fait un pneu. Je me suis dit TPU, un pneu pour une RC en 1/10, c'est bien. Après, le TPU GF est quand même c'est costaud. Hein. Donc, il faut... je sais pas si c'est le mieux pour un pneu, mais en tout cas, voilà, ça fonctionne bien, ça s'imprime bien. Et par contre, le TPU GF est vraiment costaud. Donc, voilà, je vous laisse regarder ici le résultat. Alors maintenant, je vais tester avec du nylon PA666, toujours de chez Inslogic. Bon, alors d'un premier coup d'œil, ça a l'air d'avoir fonctionné. Donc pour refaire du PA666 en couleur naturelle, en fait, j'avais besoin d'imprimer pour un système d'extraction d'air qui extrait de l'air chaud des fois. Ceci, un adaptateur, et c'est pour ça que le PA666 me paraissait bien adapté. Il est solide et il a des capacités à résister aux températures et aussi à l'humidité. Et voilà, donc je vous laisse voir le résultat. Alors j'ai un peu de support à retirer et je pense que vu que c'est du PA666, les supports vont être un tout petit peu plus compliqués à retirer. Mais donc non, ça va, ça a l'air d'aller. Faudra que je frotte un peu, mais en tout cas, on a une pièce qui a l'air d'être bien solide. Ça s'est imprimé absolument sans aucun warping, mais j'ai quand même pas pris de risque et j'ai utilisé de la Magigou. Mais donc voilà, hein, c'est absolument, enfin c'est cool quoi. Donc j'ai rarement eu des mauvaises surprises avec une Chidi, en tout cas au début du fonctionnement. J'ai eu des fois un petit peu en durée de vie des pièces qui fonctionnaient plus très bien. Sur une de mes Chidi, j'avais eu un problème de chambre chauffée et l'expérience a été
Alors, vous allez dire oui, mais toi, tu es influenceur, donc évidemment, ils répondent vite. Mais j'avais été bien traité par le service après-vente. Et en fait, j'ai conseillé à plusieurs amis d'acheter des Chidi, parce que c'est vrai que quand on me demande, tiens, j'aimerais faire du filament technique, est-ce que tu as un conseil à me donner pour une machine? Ben moi, j'ai tendance à, mais j'ai pas beaucoup de moyens. Je suis, tu sais, une activité qui débute et tout. Ben, la plupart du temps, et il y en a qui peuvent témoigner en commentaire, mais moi je conseille la Chidi ou la Kidi si vous préférez, parce que voilà, c'est une machine. Son gros inconvénient entre guillemets pour ceux qui ont pris l'habitude de fonctionner avec des écosystèmes comme ceux de Bamboo Lab par exemple, c'est qu'on est moins accompagné dans cet écosystème. Son gros avantage, c'est justement qu'on n'est pas accompagné dans cet écosystème. Quand on a un profil un tout petit peu plus technique et qu'on veut pouvoir aller un peu plus loin, qu'on veut pouvoir maîtriser le logiciel, ne pas avoir des interruptions de service à cause d'un cloud. Et je dis ça parce que au moment où j'enregistre, il y a eu 1 jour et demi de problèmes de cloud sur l'écosystème de Bamboo. Et même si j'apprécie vraiment Bamboo et que je trouve que ce sont des machines qui fonctionnent très très bien, et notamment pour tout ce qui est d'aider les débutants à prendre en main, ben, je comprends la préoccupation des gens qui disent ben, moi, mon activité ne doit pas s'interrompre. Mon activité ne doit pas dépendre d'un cloud. Et je parle tout ceci indépendamment de la question de la souveraineté des données. Ça, c'est un autre débat. C'est un débat dont on peut discuter longtemps. Mais rien que sur la question de l'interruption de service, le fait de pouvoir avoir une machine dont on est maître complet, ça, c'est quand même une valeur ajoutée. Alors quand on rajoute le fait qu'on a une machine qui peut gérer tout ceci pour un prix qui est souvent, et dans ce cas-ci, par exemple, si je la compare avec, pour la comparer avec la H2C, si je la compare avec, donc sur à peu près le même volume d'impression, la machine va être aux alentours de 750 €. Et si on la compare, par exemple, avec ses concurrents, sur le prix, une machine fermée, fiable, qui donne complètement accès, qui n'est pas restrictive au niveau du cloud, qui permet de gérer des matériaux quand même relativement importants. Je rappelle qu'on peut monter jusqu'à 370, 370 degrés et jusqu'à 120 ou 110 degrés de plateau. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est 110 ou 120. Avec une chambre activement chauffée, complètement fermée. Toutes les machines ne le permettent pas avec ce volume-là à 750 €. Et donc ça, je pense que c'est vraiment leur force. Une fois de plus, Chidi ne fait pas un gros marketing comme d'autres marques peuvent le faire. Et je pense que je pense que c'est une des marques qui préfère vraiment se concentrer sur la technique et ça se voit au niveau de l'utilisation. Après, soyons tout à fait honnêtes, 750 €, c'est un budget qui peut être négligeable pour une entreprise qui a besoin d'une machine fiable. C'est un budget qui est très important pour un particulier qui se demande est-ce que c'est la machine qu'il me faut. Si vous faites principalement du PLA, moi je vais pas vous conseiller celle-là. Vous pouvez avoir une machine qui fonctionne très très bien pour beaucoup moins que 750 € et en restant chez Kidi, vous avez la Q2 qui fonctionne très très bien. Et puis après, vous avez aussi d'autres marques qui ont des machines qui fonctionnent bien. Donc cette machine-là, la plus 5, pour moi, elle est vraiment à destinée à ceux qui veulent utiliser leur imprimante 3D pour aller au-delà du ludique. Voilà, pour le dire clairement. Et qui veulent un certain volume sans pour autant... il y a la Max 4 qui fonctionne très très bien, mais elle est super grosse et imposante. Et le compromis de volume ici est pas mal, je trouve. Après, c'est pas une machine qui est exempte de défauts. Je pense qu'il faut clairement le dire. Premièrement, un défaut qui est... Enfin, c'est pas vraiment un défaut, mais c'est le marketing lié à l'organisation de la machine. Chez Kidi, je pense qu'ils font des bonnes pièces. Moi, j'ai toujours eu des bonnes expériences. Par contre, si vous avez besoin d'une pièce de remplacement, ils sont très réactifs, mais vous devez des fois un petit peu attendre qu'ils l'envoient parce qu'ils n'ont pas ou pas beaucoup de stock de pièces détachées en Europe.
Alors ça, vous allez me dire, oui, mais c'est le cas avec toutes les machines. C'est vrai que c'est le cas avec beaucoup de machines, sauf peut-être les tout gros constructeurs qui font des très très gros volumes, qui savent vous expédier les pièces détachées très rapidement. Pareil, vous aurez moins d'offres, par exemple sur des plateaux, etc., sur Amazon. Et ça, pour certains, se dire, bah, moi quand j'ai un problème, je commande sur Amazon, ça arrive demain, c'est pas mal. Ensuite, moi je l'ai pas montré ici, mais je suis moins satisfait de la solution de la Kidibox de manière générale. Je l'ai dit ici, en intro, je vous ai dit que j'étais content de l'avoir reçu sans la Kidibox, c'est pas sans raison. Je trouve que l'expérience pour utiliser la Kidibox est moins fluide qu'avec d'autres machines, qu'avec d'autres imprimantes. Et donc, moi, mon conseil, c'est d'utiliser cette machine. Alors, si vous prenez la combo et que vous avez la Kidibox et que de temps en temps vous faites du multicouleur, en fait, c'est bien, c'est une bonne solution. Mais n'achetez pas dans la logique de vous dire, moi, je veux faire que du multicouleur avec. Pour moi, le multicouleur chez Kidi, c'est plutôt une fonction auxiliaire qu'une feature principale, pour le dire clairement. Par contre, avoir la Kidibox, ça a certains avantages. Vous pouvez vous en servir comme déshydrateur, ça c'est bien. Vous pouvez également vous en servir pour, imaginons, alors vous perdez un peu de temps d'impression et de purge, mais imaginons que vous voulez mixer des filaments pour avoir des supports propres, avec la Kidibox, vous pouvez le faire. Donc vous mettez une bobine de PLA, une bobine de PETG, vous voulez imprimer en PETG, vous mettez les interfaces de support en PLA et vous avez des surplombs qui sont propres. Donc ça, c'est un avantage également de prendre la version avec la Kidibox. Enfin, il y a la fonctionnalité de dire que vous pouvez passer d'une fin de bobine à une autre bobine. Avec la Kidibox, vous pourrez, si vous pouvez le faire, vous attendez que votre bobine est vide, il vous dit il n'y a plus de filament et puis vous changez. Mais c'est pas aussi fluide et pratique que de vous dire simplement je mets la fin de ma bobine d'ABS et je mets ma nouvelle bobine d'ABS à côté. Comme ça, il prend d'abord toute la fin de ma bobine et après il passe sur la seconde et j'ai pas comme ça des fins de bobine qui sont un petit peu ennuyantes parce que j'ai pas envie de venir changer ma bobine dans une heure parce que je serai pas là, par exemple. Hein. En gros, voilà. Enfin, en guise de conclusion de la conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire à propos de j'ai déjà acheté une plus 4, est-ce que je dois acheter une plus 5? Je pense que pour la majeure partie des acheteurs de la plus 4, la réponse sera non. On n'a pas ici une machine qui est révolutionnaire. Kidi ne vient pas avec une proposition qui est « oubliez votre plus 4, on a fait mieux sur tous les points ». C'est pas vrai. Je pense pas qu'ils le prétendent. Et en tout cas, moi, c'est ce que je peux affirmer, c'est pas vrai. C'est une évolution timide sur certains points qui, pour moi, est plutôt destinée à toucher les personnes qui ne sont pas encore équipées avec une machine qui a corrigé les quelques petits défauts de la plus 4. Et par quelques petits défauts, c'était peut-être pas forcément des défauts, mais voilà, qui a donné un volume d'impression un petit peu plus confortable et qui gère un petit peu mieux les températures, mais vraiment un petit peu. Mais globalement, vous l'avez vu, on n'a pas quelque chose de révolutionnaire, de fondamentalement différent. Oui, ici, la différence, c'est que celui-là permettra de prendre en charge le polar couleur. Et là encore, c'est une question d'usage très spécifique en fonction des filaments que vous utilisez. Donc, si jamais vous avez une puce 4, que vous vous dites « Oh zut, je voudrais acheter une Max 4 parce que le polar couleur pour les types de filaments que j'ai, ça c'est vraiment la solution qu'il faut. Et en plus, j'aimerais bien avoir un volume un petit peu plus grand, mais je trouve que la Max 4 est trop grande. » alors ici, vous pouvez passer à la puce 5, elle coche toutes les cases. Mais globalement, si vous avez déjà une Kidi puce 4, moi, je peux pas vous conseiller, allez-y, achetez, prenez mon lien affilié. Je devrais le faire, j'aurais plus de sous, mais ce serait pas honnête de vous dire ça. Maintenant, c'est vraiment, si vous voulez une machine pour un prix très correct, qui vous êtes pas encore équipé, vous voulez un bon compromis au niveau du volume et vous voulez avoir une liberté sur l'utilisation de votre machine en termes de connectivité ou en termes de souveraineté des données, voilà, c'est, je pense, une très bonne solution à envisager.
Quand je parle de souveraineté des données, vous verrez que vous pouvez passer via un cloud, puisque qui dit essaye de faire un écosystème, mais vous pouvez aussi sans aucune difficulté et sans perdre des fonctionnalités, parce que chez Bamboo c'est le cas, vous pouvez aussi décider de passer en mode LAN et du coup, voilà, vous ne dépendez plus du cloud de Bamboo et s'il y a une interruption de service, vous pouvez imprimer, mais vous perdez la plupart des fonctionnalités liées à Bamboo. Et ça, c'est voilà. Je trouve que c'est un compromis qui peut faire un peu du mal des fois. Et ici, ce compromis, vous n'avez pas à le faire. On est dans la même logique que chez Prusa. Il existe un cloud, c'est pour vous faciliter la vie, mais si vous l'utilisez pas, vous perdez aucune fonctionnalité de votre imprimante. Et donc ça, c'est un point important à noter. Voilà, la conclusion est un peu longue, mais j'ai des choses à dire à propos de cette machine. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, puis moi je vous dis à la prochaine.